En 2007, Peter Thiel, une figure bien connue de la Silicon Valley, a publié un essai assez percutant, Le moment straussien. Et il défend une idée forte, l'Occident traverse une crise philosophique vraiment profonde. Alors qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire par là? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et cette phrase de Thiel, c'est vraiment le point de départ de tout. Pour lui, le 11 septembre, ce n'est pas juste une attaque. Non, c'est un séisme. C'est l'événement qui a fait voler en éclats toutes les certitudes de l'ère moderne, tout ce que le monde occidental considérait comme acquis. Ce qui nous amène à la question centrale de son texte. Comment est-ce possible? Comment une poignée d'individus a-t-elle pu, à ce point, ébranler des siècles de pensée politique? Une pensée qui reposait sur des États qu'on croyait rationnels, sur le débat public, la diplomatie. Pourquoi tout ce système s'est-il révélé si fragile face à ce genre de menaces? Pour Thiel, une première piste de réponse, c'est ce qu'il appelle le grand oubli. L'idée, c'est que le monde moderne s'est en fait construit sur un retrait stratégique. Autrement dit, on a délibérément choisi d'éviter les questions les plus périlleuses, celles qui touchent à la nature profonde de l'être humain. Ce qui est fascinant quand on regarde cette chronologie, c'est qu'on voit bien qu'il y a eu un choix. L'Europe sort dévastée des guerres de religion du XVIIe siècle. Alors, avec la paix de Westphalie, on décide que la foi et la vertu, ça devient une affaire privée. Et ensuite, les Lumières enfoncent le clou. On va construire un nouveau monde basé non plus sur le conflit, mais sur le commerce, en partant du principe que l'intérêt économique calmera les passions destructrices. C'est un sacré pari sur la nature humaine. Et tout ça, ça repose sur une idée bien précise de l'être humain, ce fameux Homo economicus. C'est vraiment le postulat de base de la pensée moderne, l'idée que l'humain est avant tout un acteur économique rationnel, prévisible. Sauf que le 11 septembre a montré de manière brutale que ce modèle, il n'est pas du tout universel. Et la figure clé derrière cette idée, selon-il, c'est le philosophe John Locke. Il est au cœur de ce grand oubli. En gros, Locke a remplacé la question de la nature humaine par un X, une inconnue. L'idée, c'est que, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui on est vraiment au fond, autant se concentrer sur ce qui nous rassemble, les droits, la propriété, le commerce. C'est ce compromis génial qui a fondé le libéralisme, mais qui a aussi créé un énorme angle mort face à tout ce qui n'est pas économique. Sauf que voilà, le 11 septembre arrive, et tout ce monde basé sur le commerce et la paix, il vole en éclats, et ça a forcé l'Occident à se tourner vers des penseurs qui, eux, n'avaient jamais oublié la réalité du conflit, le juriste allemand Carl Schmitt par exemple. Et chez Schmitt, on trouve cette idée, disons, percutante. Pour lui, la politique, la vraie, ce n'est pas le débat, la gestion ou l'économie. Non, la politique, c'est la distinction fondamentale entre l'ami et l'ennemi. Les moments les plus intenses, les plus politiques, ce sont ces moments de clarté où l'ennemi est identifié comme tel, sans détour. Et là, on voit vraiment deux mondes qui s'affrontent, deux visions totalement irréconciliables. D'un côté, le projet des Lumières, le commerce, le débat, le droit, l'universalisme, et de l'autre, le monde vu par Schmitt, amis, ennemis, conflits, décisions, divisions. C'est une opposition radicale. Et c'est ça le cœur du problème, ce que Thiel va appeler le dilemme schmittien. Face à un ennemi qui ne joue pas selon les mêmes règles, qui est prêt à tout, l'Occident se retrouve face à un choix terrible. Soit il perd la guerre, soit il doit, pour survivre, abandonner sa propre identité libérale et ressembler à son ennemi. C'est une perspective assez sombre. Alors, est-ce qu'il y a une autre issue? Eh bien, on va se tourner maintenant vers une autre voie, une troisième voie proposée par le philosophe politique Léo Strauss. Une voie qui accepte cette part d'ombre du monde, mais qui suggère d'avancer avec une prudence extrême. L'idée de Strauss, elle est assez radicale quand on y pense. Pour lui, certaines vérités sur la violence, sur le pouvoir, sont tout simplement trop explosives pour qu'une société puisse y faire face directement. Elles doivent rester cachées, voilées. La stabilité d'une société dépendrait de sa capacité à ne pas trop regarder en face ses propres origines, qui sont souvent violentes. Mais alors, comment on fait pour communiquer ces vérités si elles sont si dangereuses? Eh bien, Strauss a identifié une technique, celle de l'écriture ésotérique. Le principe est simple, on écrit un message de surface, public, pour tout le monde, tout en cachant une vérité bien plus dérangeante entre les lignes. Seuls les lecteurs les plus avisés, les plus attentifs, parviendront à déchiffrer le message caché. Et pour bien comprendre pourquoi il fallait être si prudent, cette citation de Goethe, que Strauss aimait beaucoup, est parfaite. Elle nous rappelle une chose simple. Historiquement, dire des vérités qui dérangent sur la nature humaine, ça a toujours été une activité à très haut risque. Et on arrive maintenant à la dernière grande idée, peut-être la plus déstabilisante de toutes, celle du théoricien français René Girard, qui propose une relecture totale, non seulement de la politique, mais de toute l'histoire humaine. Alors, chez Girard, tout part d'un concept, la mimésis. C'est notre instinct fondamental d'imitation. Mais attention, ce que dit Girard, c'est qu'on n'imite pas seulement des comportements. Non, on imite le désir des autres. Si mon voisin désire quelque chose, je vais le désirer aussi.
Et ça, c'est la recette parfaite pour une escalade de la rivalité. Et c'est là que sa théorie devient à la fois géniale et terrifiante. Ce cycle de violence mimétique, cette rivalité de tous contre tous, comment ça s'arrête ? Selon Girard, ça s'arrête quand la foule, par un effet d'entraînement mimétique, s'unit soudainement contre un seul individu, le bouc émissaire. Son lynchage, ce que Girard appelle le meurtre fondateur, ramène une paix temporaire et devient le socle secret de nos mythes, de nos rituels, bref, de notre culture. Et le lien avec notre époque, Girard le fait avec une idée très forte. L'Apocalypse, au sens premier du terme, ça veut dire dévoilement. Il pense qu'on vit à une époque où ce mécanisme du bouc émissaire est en train d'être révélé, mis à nu. Le problème, c'est qu'en comprenant ça, on discrédite les vieux mythes qui, sans qu'on le sache, servaient justement à canaliser et à contenir cette violence. Alors, si on met tout ça bout à bout, Schmid, Strauss, Girard, on arrive au cœur de la crise que Peter Thiel appelle le moment straussien. Ces tableaux résument bien l'impasse dans laquelle on se trouve. Le vieux monde optimiste des Lumières, c'est fini. Et les chemins qui s'ouvrent, eh bien ils sont tous assez terrifiants. Soit la voix de Schmitt, qui nous force à renier qui on est pour survivre, soit la voix de Strauss, qui nous conseille une prudence qui frôle la paralysie, soit la perspective de Girard, celle d'un avenir où la violence, n'étant plus contenue par rien, devient apocalyptique. Et au fond, tout le problème est résumé dans cette phrase de Thiel. L'Occident moderne a perdu foi en ses propres récits fondateurs. Et cette perte de foi, cette lucidité nouvelle sur la violence, l'a rendu incroyablement vulnérable. Les forces qui ont créé sa liberté et sa richesse sont les mêmes qui ont créé sa plus grande faiblesse. Et c'est là-dessus que l'analyse nous laisse, sans réponse facile. Juste avec cette question immense et assez vertigineuse qui est au cœur de l'essai de Thiel. Maintenant que les dangers sont dévoilés, que les mythes sont discrédités, quelle voie reste-t-il pour un monde qui ne peut plus faire semblant d'ignorer les vérités sur sa propre nature ?